si vous voulez. Il faudrait analyser ça dans les moindres détails avec la culture de la sous-culture, justement, la mise en valeur de ce qui était plutôt sous-culturel dans les années 80. C'est au moment où moi je suis apparu, si vous voulez. La politisation aussi, cette espèce de manichéisme entre la droite et la gauche, la prépondérance monumentale d'une culture horrible, pour moi, qui est celle du rock. Et que pour moi je ne vois pas ça comme par rapport à la vitalité que représente d'autres. Le jazz. Bien sûr, oui, mais c'est le jazz, c'est pas un folklore, si vous voulez. Ah non, c'est une façon d'être, c'est une façon c'est une philosophie de vie aussi. Et c'est pas un hasard si tous les fameux décisionnaires dont je parle dans cet extrait, qu'il faudrait aussi replacer dans le contexte, c'est une conversation avec des jeunes filles où justement elles expriment leur désarroi, leur détresse de ne pas savoir où aller pour trouver les vraies choses par rapport aux fausses. D'accord, mais enfin, j'assume quand même complètement la tirade que le narrateur à ce moment-là développe. C'est une des rares fois où il s'énerve d'ailleurs. Oui. Donc, c'est pas un hasard si ces fameux décisionnaires dont je parle à ce moment-là sont des rockers, des amateurs de rock. Vous voyez, alors, si vous voulez les citer, moi ça me dérange pas de les citer, hein, mais vous avez, non mais que ce soit Serge July par exemple, ou Pierre Lescure, pour prendre des gens qui ont eu du pouvoir dans les années 80, ou Laurent Geoffrin. Laurent Geoffrin, il faut savoir qu'il a un groupe de rock. C'est-à-dire le dimanche, il devient un rocker. Il prend sa guitare et il joue du rock. Mais ce que je veux dire, c'est pas le fait qu'il fasse ça, qu'il aille à la pêche à la ligne. Vous aussi, vous prenez la guitare. Mais oui, d'accord. Mais c'est pas pour faire du rock. Mais non, mais moi c'est pas exactement comme vous d'ailleurs. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça imprime toute une culture justement, une vision de la civilisation dont ils n'ont pas peut-être mesuré les conséquences mortifères sur les futures générations. Attendez, qu'est-ce qui est mortifère? C'est mortifère d'enfermer et de culpabiliser toute une ou deux générations, maintenant on en est à 3 ou 4, dans cette espèce de rockisation complète du monde. Mais ça veut dire quoi la rockisation? Ça veut dire le nivellement par le bas? Alors non, mais moi il n'y a pas de ça, moi je suis pas du tout là-dedans. Mais oui, non, mais si vous voulez, c'est tellement... par exemple, prenons l'expression rock'n'roll. Cette expression, quand on dit il est très rock'n'roll, ça veut dire quoi? Définissez-la. Pour vous, c'est quoi quand on dit ça? Justement, moi j'ai toujours eu du mal. Quand on m'avait parlé de la littérature rock, justement, je comprenais pas. Je disais non, pas la littérature rock, l'esprit rock'n'roll. Rock'n'roll, je sais pas, rock'n'roll, je sais pas. Judith Bernard, elle est vachement rock'n'roll quand elle fait dans ses questions. Voilà. Et puis moi, si on me connaît pas, on peut dire ah oui, il est rock'n'roll quand il passe à la télé ou il fait une provocation, j'en sais rien. Bon, ouais, donc ça veut dire un peu de liberté transgressive, ça veut dire rebelle, un peu trash, un peu cool, un peu et puis à la fois qui n'est pas dans les normes classiques bourgeoises de la droite gaulienne ou franchouillarde, bon, etc. Mais, donc, mais ça c'est faux. Oui, mais non, mais pour moi c'est évidemment d'abord hyper négatif et c'est une facilité pour faire passer toute une institution, tout un conformisme horrible qui sous l'appellation rock'n'roll et passe encore mieux pour justement induire en erreur les gens. Et, bien sûr, mais personne dit il est très jazz parce que ça veut rien dire, mais ça aurait dû s'imposer comme un adjectif parce que tout ce que les jeunes ou les moins jeunes ont cru qui était dans cette expression être rock'n'roll a été piqué à ce qui était jazz. Dans les années 30 ou 40 en Amérique, à New York, ou même dans les années 50, ou quand mes parents vivaient à New York, être jazz c'était une façon de vie, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire pouvoir être sous, se droguer, être contre la société, etc. Et ça a été récupéré par une culture blanche, anti-noire et hyper raciste et complètement anti-musicale aussi. La richesse du jazz n'est pas seulement une question... Rock, là vous décrivez... Donc la culture rock comme raciste, blanche. Bien sûr, mais c'est évident, c'est évident. Ils ont volé aux noirs leur musique et leur façon. C'est pas du vol. Mais non, ils n'ont pas hérité. Mais enfin, vous rigolez, non, ça se transmet absolument pas. Vous croyez que vous n'êtes pas au courant historiquement de ce qui est arrivé dans les années 50. Vous croyez que c'est Louis Armstrong qui a transmis à Elvis Presley le blues pour que lui il fasse du blues, du rock. Vous voyez, c'est un mélange. Alors on croit toujours. Il s'en est nourri. Mais non, il s'en est pas nourri. Il a volé, il a édulcoré, il en a fait quelque chose
ils en ont fait quelque chose de mainstream. Donc, pour moi, c'est évidemment des défauts à tout ça. Blanc, anti-jazz, anti-swing et tout ça. Ce n'est pas seulement musical, c'est philosophique. Et en plus, quand c'est dégénéré, je dirais, dans l'esprit franchouillard qui a toujours existé et que les rockers français des années 60, exactement, que ce soit, moi j'ai rien contre eux personnellement, mais ce mauvais goût, nous, quand je dis nous, c'est moi, ma famille, les gens qui connaissent la musique, qui sont vous diriez cultivés, si vous voulez, en jazz ou en vraie musique, parce qu'il n'y a pas que le jazz, il y a aussi plein de musiques qui sont merveilleuses, et ça fait rire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça nous faisait rire. On ne pouvait pas prendre au sérieux une telle pauvreté musicale qui a été, que ça soit musical, c'est pas grave. Mais ce qui est grave, c'est que ça a été développé en culture et en civilisation complète, en état d'esprit. Une forme supérieure d'expression artistique. Exactement. Et non, mais c'est aussi une forme supérieure de façon de vivre anti-bourgeoise, décontractée, pleine de fantaisie, pleine de subversion et de liberté. Voilà. C'est faux. La dimension subversive. Complètement. Et c'est un enfermement dans une autre forme de bourgeoisie qui est donc une bourgeoisie rock'n'roll. Et je vous répète que ces exemples-là dont je parle et ces types-là qui sont pour moi des criminels, je dirais, même si je vais être très violent, ce qui n'est pas le cas dans mon livre. Vous voyez qu'en sous-écriture, je peux être plutôt tendre. Mais tous ces gens dont je parle, ce n'est pas un hasard. Oui, par rapport aux autres, mais c'est votre premier, vous pouvez pas le dire. Non, mais justement, moi c'est votre premier alcool, alors vous trouvez l'alcool fort, bien sûr, vous êtes vite enivré. Alors pour finir sur cette question-là, je vous répète que appelons-les les décisionnaires post-68ards de la Mitterrandie, pour aller très vite, des années 80, ont quand même valorisé de la sous-culture, ce qu'on peut appeler de la sous-culture ça c'est vrai, et une rockisation complète des esprits, avec en plus vraiment un sectarisme terrible, puisque tout ce qui pouvait ressembler de très loin à des références droitières était condamné, était donc mis au pilori et nazifié tout de suite pour écarter l'adversaire de toute récrimination. Mais moi, la première, si vous parlez de mon modeste petit destin médiatique, avant mon fameux apostrophe que certains jugent catastrophique ou triomphal, ça dépend des avis. J'avais déjà été repéré en tant qu'ennemi de ces gens en attaquant le rock'n'roll déjà chez Pollack en 1984. Vous voyez, donc tout ça est lié. Alors après que je puisse en faire une analyse et qu'aujourd'hui je vois que des jeunes gens ont envie de se débarrasser de ça et reviennent d'une façon très très naturelle à chercher des références qui sont pas les références des gens qui décidaient tout pour eux dans les années 80, qui sont leur père ou leur grand-père. Je trouve ça très sain.